Bien, merci de me donner la parole. Bonjour tout le monde, ou peut-être je devrais dire bonsoir tout le monde. Voilà, donc on m'a dit à un certain moment que je devais présenter quelque chose sur le dépistage à visée diagnostique. Et en fait, c'était comment limiter les occasions manquées en milieu de soins. C'est un sujet qui m'a tout de suite extrêmement intéressé parce que j'étais déjà en train de travailler sur ce sujet depuis déjà pas mal de temps avec le ministère de la Santé. Et comme il y avait quelques petits soucis dans l'efficacité de ce dépistage, on était de nouveau en train de rediscuter une réflexion pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer ce dépistage à visée diagnostique. Alors, je vais essayer de planter le décor, mais je pense que depuis tout à l'heure, on a déjà planté pas mal de choses. J'insisterai sur les cibles qu'on a tous vues déjà, les 3,90. On a déjà vu tout à l'heure que ça risquait de devenir les 3,95 si on veut vraiment répondre à cette vision, à cette stratégie d'élimination de l'infection à VIH en tant que problème de santé publique. Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut obligatoirement trouver ces patients, donc il faut du dépistage. Mais malheureusement, il y a beaucoup de problèmes qui vont accompagner, disons, cette recherche de l'atteinte de ces objectifs. En particulier, et on a vu là, il y a pléthore de types de dépistage, mais malheureusement, le plus important, celui qui est le plus utilisé, c'est le dépistage volontaire. Il a rapidement montré ses limites. D'ailleurs, on a vu là d'autres innovations qui pourraient peut-être améliorer encore les choses. Et nous avons encore beaucoup de problèmes avec des diagnostics qui sont faits trop tardivement. Juste quelques rappels, on a vu tout à l'heure la fameuse cascade des 3,90 et là une situation en fin 2016 pour montrer un peu les chiffres, des chiffres que vous connaissez. Le premier 90 en 2016, on était à 70% de façon globale à travers le monde, 77% pour le deuxième 90, 82% pour le troisième. Celui qui nous intéresse ici, c'est le premier, qui était de 70% de façon globale à travers le monde en fin 2016. Quelque chose qui a déjà été rapporté tout à l'heure par mon ami professeur Chakroun quand il a parlé des différentes régions et qu'il a donné des informations sur la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est la partie que j'ai placée en rouge pour montrer que cette région est très en retard et que si on devait classer les différentes régions, pour le premier 90, en fin 2016, on était en 7e position, disons, par rapport aux autres régions. Donc il y a encore beaucoup à faire. Si on rentre un peu dans des choses plus récentes, dans mi-2017, des résultats publiés par l'ONU-SIDA, j'ai pris quelques données des pays du pourtour méditerranéen, Algérie, Maroc, Égypte. Je n'ai pas pris tous les pays, j'ai pris des pays où on avait au moins des résultats pour les 2,90. Bon, là vous voyez qu'il y a à chaque fois des gaps à combler, en particulier pour le premier 90. Vous voyez que par exemple en Algérie, ce gap est relativement étroit. Pour le Maroc, il reste encore assez important, mais j'ai vu le résultat tout à l'heure de la cascade 2018, qui doit être une cascade estimée et qui a été présentée tout à l'heure par Dr Ouarsas, et qui montre qu'il y a quand même une amélioration au niveau du Maroc, puisqu'on est maintenant à 77%. En Égypte également, un gap qui est encore très important, et c'est ce qui fait qu'il faudra absolument tenter de dépister, de trouver le maximum de personnes pour pouvoir les prendre en charge. À titre de comparaison, les résultats français de la cascade
les résultats concernant 2016. Ben, pour le premier 90, c'est déjà 86%. Donc, on n'est pas très loin. Donc, c'est les nouveaux résultats qui répondent à une nouvelle façon de calculer, etc., qui place le nombre de personnes vivant avec le VIH en France autour un peu plus de 170 000 personnes vivant avec le VIH. Au Maroc, vous avez déjà vu la cascade tout à l'heure, qui est actualisée par rapport à celle que je vous présente ici. Donc, je vous rappelle le chiffre de 77%. Là, je passe, mais juste une petite remarque, c'est quand on va séparer cette cascade en, disons, selon le genre, ben, on a une cascade qui est, disons, meilleure chez la femme que chez l'homme. Donc finalement, il y a un gros problème de dépistage chez l'homme et il va falloir trouver les moyens pour corriger cela. Deuxième souci, c'est que les diagnostics sont encore trop tardifs. Trop tardifs, ça veut dire que c'est des diagnostics qui vont probablement être faits à l'hôpital, dans les dispensaires, etc., d'où l'importance du dépistage à visée diagnostique. Quelques chiffres, juste très rapidement pour montrer un petit peu que le problème est quand même assez important. En France, des résultats de 2016, 27% des diagnostics sont faits à un stade avancé, 37% à un stade précoce. Stade avancé, c'est moins de 200 CD4 ou stade SIDA. Au Royaume-Uni, 40% des diagnostics sont faits à un stade tardif. Aux USA, 20% des diagnostics au stade tardif. Dans la région MENA, c'est 25 à 60% des diagnostics avec moins de 200 CD4. Au Maroc, en 2017, on évaluait à peu près 50% des diagnostics avec moins de 350 CD4 ou au stade SIDA au moment du diagnostic. Dans une petite expérience du service des maladies infectieuses de Casablanca, qui reçoit, disons, facilement le quart des patients suivis au Maroc, depuis mars 2015 à mars 2016, voilà un peu la répartition selon le stade CDC des patients qu'on a reçus. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de patients qui arrivent au service au stade C, pratiquement 30%. Donc, il y a encore beaucoup à faire au plan dépistage et probablement beaucoup à faire au plan dépistage, même à visée diagnostique. Alors, comme le dépistage volontaire avait montré ses limites depuis déjà pas mal de temps, l'OMS, dès, je pense, 2007, avait recommandé d'utiliser donc le dépistage et le conseil VIH à l'initiative du prestataire de soins. Et là, on distingue disons, deux façons de faire. Il y a le dépistage proposé systématiquement, et n'importe quel consultant dans un établissement de soins va se voir proposer un test. C'est quelque chose qui est réservé plutôt pour des pays à haute prévalence d'infection à VIH, soit que le test soit systématiquement proposé dans des situations particulières qui dépendent des politiques du pays. Et là, au Maroc, je vous donne l'exemple, on le fait dans les IST, on le fait pour la tuberculose, on le fait chez les femmes enceintes, on le fait pour les partenaires de personnes vivant avec le VIH, on le fait dans les populations clés pour l'infection à VIH. Donc ça, c'est proposé systématiquement. Maintenant, à côté de cette façon de faire, cette façon de procéder, il y a le dépistage à visée diagnostique. Et là, c'est quelqu'un qui arrive déjà avec des symptômes, avec des signes, ou une maladie qui évoque l'existence d'une infection à VIH. C'est ce qu'on appelle le dépistage à visée diagnostique. Et là, donc, c'est un médecin qui, devant certains signes, doit penser à l'infection à VIH et proposer le test. Je reviens à cette période mars 2015, mars 2016, dans le service des maladies infectieuses, juste pour vous montrer que dans le recrutement que nous avons eu
durant cette période, sur les 336 personnes qui se sont présentées infectées par le VIH, mais il y en avait 131 qui étaient symptomatiques, soit 39%. Donc le dépistage à visée diagnostique devrait quand même garder une place importante. Alors, c'est bien de dire que les médecins vont commencer devant certains symptômes, certains signes, certaines maladies, demander à faire le test, mais malheureusement, ce n'est pas fait. Et c'est ce qu'on appelle les opportunités manquées et qui ont déjà été évoquées tout à l'heure dans une des présentations. Alors, il peut y avoir des opportunités manquées de dépistage. Là, la personne va entrer en contact avec un service de santé, une structure de soins, et elle va être vue par le médecin, elle va être prise en charge pour le symptôme ou pour la pathologie, mais elle ne va pas se voir proposer le test VIH, alors que les symptômes étaient peut-être des symptômes suffisamment évocateurs d'infection à VIH. Deuxième situation, une personne qui se présente au niveau d'une structure de soins pour laquelle, pour une raison ou pour une autre, on arrive à savoir qu'elle appartient à une population clé pour l'infection à VIH, et là aussi, le médecin omet de proposer le test VIH. Voilà un petit peu ce qu'on peut appeler des opportunités manquées dans un milieu de soins. Dans la suite, je vais parler de patients probablement infectés par le VIH. Ben là, ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui n'est pas diagnostiqué au stade de primo-infection et qui ne déclare pas de test VIH négatif postérieur à ce contact avec le médecin. Bon, ça c'est pour les études que je vais présenter rapidement et qui sont déjà parfaitement connues, pour rappeler l'étude de l'ANRS qui a été effectuée entre 2009 et 2010 et qui a été publiée en 2013 et qui montre que sur 191 HSH, 91 ont mentionné pour le médecin qu'ils étaient HSH. 50 d'entre eux n'ont pas reçu de proposition à faire le test. Et ça, donc, c'est une opportunité manquée qui est importante. Dans l'autre schéma à côté, donc, vous voyez que nous avons 588 patients, 364 avaient consulté auparavant, et ils sont symptomatiques. Ils sont symptomatiques avec des symptômes qui peuvent être reliés à l'infection à VIH, qui peuvent être indicateurs de l'infection à VIH. Eh bien, 65 ont reçu une proposition à faire le test, mais 299 n'ont pas reçu de proposition de test. Et ça, c'est une opportunité manquée qui a concerné donc 82% de ces personnes, ce qui est énorme. Quand on essaye de voir en séparant entre les différentes infections qui peuvent être indicatrices de l'infection en VIH, infection bactérienne récidivante, adénopathie généralisée persistante, zona, perte de poids, diarrhée, fièvre, IST, eh bien on voit que la proposition de test est très rarement faite. À titre d'exemple, ici, je choisis infection bactérienne récidivante, on voit 2%. 2% des infections bactériennes récidivantes se sont vues proposer un test, ce qui est vraiment très très réduit. Ce n'est pas la seule étude. Au Maroc, nous avons réalisé une étude sur les opportunités manquées de dépistage et de diagnostic qui a concerné plusieurs centres entre juillet 2012 et décembre 2013. Eh bien, sur 325 patients ayant consulté pour un symptôme relié au VIH, 314, soit 82%, n'ont pas eu de proposition de test, dont 266 étaient probablement infectés au moment de ce premier contact. Et la même chose sur le tableau que vous avez, j'ai repris les mêmes données que ce qu'il y avait sur l'étude ANRS,
ben vous voyez que les pourcentages ne sont pas très élevés. Si on prend le même infection bactérienne récidivante, ben on est à 3,5%, ce qui est extrêmement réduit. Et pire encore, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les IST devaient être l'occasion de proposer un test. Ben regardez pour les IST, il n'y a eu que 5 tests de proposés sur 92, ce qui donne un pourcentage de 5,4%. Donc, ce qui est recommandé au plan, recommandation ministérielle, n'est pas en fait appliqué dans la pratique. Il y a d'autres études qui sont arrivées pour montrer qu'il y avait beaucoup d'opportunités manquées. Là, je vais très vite. C'est une étude récente qui a été publiée en 2019 et qui nous permet de voir qu'il y a un certain nombre de situations qui sont hautement indicatrices d'infection à VIH et qui malheureusement restent quand même des opportunités manquées. Alors nous avons essayé de travailler avec le ministère de la Santé sur ces opportunités manquées, sur le diagnostic, plutôt le dépistage à visée diagnostique, et nous avons réalisé des questionnaires sur différentes villes, donc un petit peu à Casablanca mais également à Safi, un focus group sur Safi qui a concerné des généralistes et des spécialistes. Ça a été fait en fin 2018. Et ce qui ressortait de ces discussions avec les médecins concernant le dépistage à visée diagnostique, c'est un besoin en formation. Il y avait un mélange entre les différents types de dépistage et il y avait des problèmes avec l'obtention du consentement pour réaliser le dépistage. Et certains disaient, tant que je n'ai pas le consentement, donc je ne peux pas faire de tests, même s'il y a des symptômes, même si le patient a des symptômes neurologiques graves qui ne permettent plus de donner le consentement, certains seraient prêts à ne pas faire le test à cause de ça. Il faudrait conclure là. D'accord, donc je vais y aller rapidement là. Alors, les situations cliniques indicatrices d'infection à VIH ne sont pas bien connues, les signes précoces d'infection à VIH sont méconnus, la lymphopénie est connue mais pas la thrombopénie. Et il y avait un élément important, c'est que les médecins avaient du mal à aborder la sexualité avec leurs patients. Et là, c'est un gros problème. Ça a été remarqué surtout avec les femmes. Comment limiter les occasions manquées? Il va falloir intervenir auprès des médecins généralistes et spécialistes. Il va falloir absolument aborder la sexualité avec les patients et leur montrer comment. Il va falloir travailler sur l'obtention de consentement pour le test. Et il ne faut plus qu'il reste une barrière à la réalisation du dépistage à visée diagnostique. Et il faut de la formation en matière de signes précoces de l'infection à VIH. Et là, donc, je voudrais juste partager avec vous en avant-première des choses qui ont été réalisées avec le ministère. C'est d'abord un guide sur le dépistage à visée diagnostique, un guide pour les médecins, un flyer qui va permettre de rappeler quelles sont les manifestations précoces de l'infection à VIH, mais également les situations cliniques avancées. Et il est prévu également des formations et des formations interactives en ligne et peut-être une application sur smartphone, mais ça reste du domaine de ce qu'on voudrait, mais je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Alors en conclusion, l'identification des PV-VIH est le préalable à toute prise en charge afin d'atteindre les objectifs d'élimination de l'infection à VIH. Le dépistage volontaire a montré ses limites. Le dépistage à l'initiative du soignant doit contribuer de façon plus efficace, tout particulièrement par le biais du dépistage à visée diagnostique, dans lequel il existe encore beaucoup d'occasions manquées. Il va falloir former les médecins et mettre à leur disposition des outils adaptés. Et ça devrait permettre de contribuer à développer des meilleurs réflexes pour la proposition du test. Et le dépistage à visée diagnostique devrait faire partie du standard de soins pour les patients qui se présentent dans un établissement de soins. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Une là-haut, tout là-haut.
Le temps que le micro arrive, moi j'en pose une toute petite. Les patients, ils ont le droit de refuser un test? Ça, c'est sûr que le patient a toujours le droit de refuser le test. Alors ça vous arrive souvent, puisque voilà, c'est lié un peu aux pratiques sexuelles qui sont interdites dans le pays. Est-ce que ça vous arrive souvent qu'ils refusent des tests? Disons, quand on arrive avec des symptômes, et quand on arrive à expliquer que ces symptômes sont peut-être dus à une infection qui est l'infection à VIH, entre autres maladies, je pense qu'en négociant avec le patient, on arrive à obtenir son consentement. Ça, quand il est capable de le donner. Voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à « j'ai pas le consentement, je ne fais rien ». Oui, merci. Je suis Diana Abou Abbas du Centre de santé sexuelle Marsa à Beyrouth, au Liban. Merci pour votre présentation. Ça me donne beaucoup d'idées pour le travail qu'on peut faire chez nous avec les médecins. Ma question pour vous est, alors on sait qu'il y a un manque de formation chez les médecins et on sait que c'est aussi difficile d'aborder la sexualité, mais il y a aussi un très grand problème de stigmatisation quand il s'agit du sujet du VIH. Et c'est la stigmatisation médicale et sociale. Alors, comment vous pensez qu'on peut aborder à ce sujet? Et surtout pour les médecins qui, même s'ils sont formés, peut-être ils ne voudront pas aborder au sujet et ils ne voudront pas donner des consultations à des personnes qui peut-être ont le VIH. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le problème de la stigmatisation reste un grand frein pour la prise en charge de l'infection à VIH. Au Maroc, ça fait l'épidémie à plus de 30 ans actuellement et la discrimination, la stigmatisation sont toujours là. Nous avons de gros problèmes. On peut dire que là où on prend en charge des patients, il y a moins de stigmatisation. Là où on prend peu de patients infectés par le VIH, ben, il y aura beaucoup de stigmatisation. Ça veut dire qu'il va falloir absolument travailler, continuer pour essayer de lever ces barrières. Et je pense que ces barrières vont passer par, disons, permettre que l'infection, ou faire en sorte que l'infection à VIH devienne une pathologie parmi d'autres dans un système de soins qui prend en charge de façon équitable toutes les pathologies. Merci beaucoup. Merci infiniment. On termine avec la dernière communication. Merci.